Voilà, de retour donc, j'ai eu le plaisir d'accueillir pour le moment Dr Tafia Klimandos, analyste politique. Bonsoir Dr. Bonsoir madame. Bonsoir. Voilà donc, j'avais présenté il y a quelques instants, on avait parlé du discours du chef de l'État Abdel Fattah el-Sisi ce matin lorsqu'il a assisté à la cérémonie marquant le 65e anniversaire de la fête de la police. Le 25 janvier 2011, date très marquante pour l'Égypte en général, pour la révolution du 25 janvier également, pour la fête de la police. Aujourd'hui, l'importance de cette institution policière prend plus d'ampleur en fait et plus de respect de la part des Égyptiens et de l'attention aussi de la part du chef de l'État Abdel Fattah el-Sisi. Les forces policières à côte des forces armées égyptiennes, puisqu'il a cité ce matin lors de son allocution à cette cérémonie que l'Égypte était seule à combattre le terrorisme depuis plus de 40 mois. Comment vous voyez aujourd'hui une telle célébration et pourquoi devra-t-on mettre toujours en exergue le rôle de la police? La police avait été, commençons par le côté négatif, on passera au côté positif après, la police avait été une des causes de la chute de l'ancien régime, de M. Moubarak. C'est-à-dire que, disons, il y avait eu une démocratisation de ces bavures. C'est-à-dire qu'elle faisait de plus en plus d'officiers ou de sous-officiers commettaient des excès ou commettaient des bavures contre des personnes qui n'étaient pas politisées. On ne pouvait même pas dire que c'était contre des ennemis politiques. Après, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu cette institution s'est quasiment effondrée le 28 janvier 2011, donc le vendredi qui a suivi le 25, et les Égyptiens ont pu avoir un aperçu de ce qu'est un État sans police, c'est-à-dire un État où la police n'est pas en état d'assumer ses missions. Et donc il y a une sorte de très grande sensibilisation de l'opinion. Alors peut-être moins en province, l'inverse, peut-être moins au Caire qu'en province. En province, où les gens dépendent beaucoup des transports, pas tout est au village, les gens ont été extrêmement sensibles à l'effondrement de l'effectif police. Et il y a un retour de la sécurité des personnes. Alors c'est pas parfait, etc., etc. La police commet... alors c'est par à coup. Il y a eu à un moment donné, l'année dernière, où en un mois ou en 2 mois, il y a eu un tas de bavures accumulées. Mais depuis, on n'en entend plus parler, on en entend beaucoup moins parler. Il y en a quand même quelques-unes, mais moins. Mais dans l'ensemble, la police fait un effort. Et les gens sont très sensibles à l'amélioration de la sécurité des personnes. Si on ajoute qu'elle est en première ligne avec les forces armées dans la bataille contre l'extrémisme radical et qu'elle perd tous les jours des gens, même ceux qui ont envie de la critiquer, je parle dans l'opinion publique égyptienne, se taisent. C'est une institution qui a des morts, qui est en première ligne, qui fait souvent montre d'un coup de courage, et dont la performance générale est améliorée. Et on peut plaider l'idée que pratiquement toutes les administrations égyptiennes fonctionnent moins bien aujourd'hui qu'il y a 10 ans, mais c'est pas vrai pour le ministère de l'Intérieur et c'est pas vrai pour les forces armées. Après cela, il y a des défauts qu'on peut énumérer. Il y a quand même des bavures, il y a quand même, il y a quand même un recours un peu trop facile à la violence, mais d'autre part, on peut comprendre qu'ils sont sur les nerfs, qu'ils sont en première ligne et qu'ils ont tous les jours des morts. Oui, est-ce qu'aujourd'hui, si on a une partie, ou petite, ou qu'elle soit ou grande partie de la population qui ne valorise pas tellement profondément le rôle de la police, au moment où en parallèle, on peut voir tous les jours des photos de martyrs qui sont décédés lors de la guerre au Sinaï, par exemple, est-ce que ces gens, en regardant les familles, les épouses, les mamans de ces martyrs, vous pensez qu'on a besoin de plus de sensibilisation en Égypte quant au rôle de la police? A-t-on besoin de plus de sensibilisation? Je veux dire, est-ce que la fête, célébrer un anniversaire, commémorer la fête de la police chaque année, est-il suffisant ou pas? Peut-être que je ne peux pas prétendre avoir un accès à tout. Mais moi, j'ai l'impression que les Égyptiens sont très sensibilisés au coût que paye la police, et c'est entre autres pour ça qu'ils pensent du bien de l'institution. L'effort à faire est plutôt de voir comment diminuer
les bavures qui sont quand même si elles ont baissé par rapport à l'année dernière, qui sont quand même assez nombreuses. Non, vous savez, on a accès aux médias sociaux, on parle à des gens dans la rue, au Caire, de temps en temps on bouge, on va ailleurs, on voit. Non, les gens sont extrêmement sensibles au fait qu'il y a beaucoup de gens qui meurent dans les rangs de la police. C'est pas quelque chose. D'abord, on se prive pas de le rappeler, c'est-à-dire le régime se prive pas de le rappeler, mais sans le rappeler, les gens le savent, parce qu'il y a des conscrits à la police, et des gens qui font le service militaire à la police. Donc, dans toutes les familles, je ne veux pas exagérer, mais dans beaucoup de familles, il y a un mort qui est mort en première ligne. Donc là, je crois qu'on n'a pas besoin de faire plus. Le message risque d'être dérangeant. Par contre, il faut faire plus attention à ce que font, vous savez, au feu rouge, ceux qui s'occupent des feux rouges. D'accord. Oui. Et si on parle plutôt du rôle de la police côte à côte des forces armées égyptiennes dans la guerre dans le Sinaï, une guerre qui a plus de 40 mois, qui est dure en fait, comme l'a affirmé ce matin le chef de l'État Abdel Fattah el-Sisi lors de la cérémonie. Je mets surtout le point sur cette phrase lorsqu'il a affirmé que l'Égypte seule combattait le terrorisme depuis 40 mois. Comment vous voyez cette phrase et comment, si on prend en parallèle aussi les déclarations de Donald Trump lors de l'entretien téléphonique, lorsque Trump a appelé le chef de l'État et qu'il avait à maintes fois déclaré que l'Égypte combattait seul lui-même, Trump l'avait dit, le terrorisme, qui s'est félicité des progrès qui sont déployés par l'Égypte en ce sens. Écoutez, ma réponse est que c'est un sentiment que les Égyptiens ont souvent eu, de se battre seuls, de n'être aidés par personne. Et donc je peux tout à fait comprendre que le président l'ait eu aussi. On a souvent. Et il fait essentiellement référence à l'attitude de l'administration Obama et de certains médias occidentaux qui ont surtout n'ont pas voulu voir que la population était extrêmement remontée contre l'expérience du président Morsi de l'année qu'il a passé au pouvoir. Et ça, effectivement, je ne peux pas dire que le président ment. C'est-à-dire, je l'ai souvent pensé en regardant ce que les journaux disent, etc., etc., dire nous sommes seuls. Mais il ne faut pas oublier quand même qu'à ce moment, l'Arabie Saoudite et les Émirats ont été avec nous et qu'ils comptent. Ce sont des gens qui comptent beaucoup. Que sans le roi Abdallah, je crois que l'anniversaire de sa mort était hier, sans le roi Abdallah, on ne s'en serait peut-être pas sorti. Et ce n'est pas parce que nous avons quelques différences avec l'Arabie Saoudite aujourd'hui qu'il faut l'oublier. Donc nous n'avons jamais été vraiment seuls. Mais on a été lâchés par l'administration Obama à un moment donné, c'est évident. Oui. Est-ce que vous pensez que Donald Trump va être à l'inverse de Barack Obama, ou la politique américaine envers l'Égypte sera-t-elle la même? Donald Trump a des points communs, et les États-Unis ont des contraintes qui sont les mêmes, et il a aussi bien sûr des différences. La grosse différence, bien sûr, est que, disons, le président Obama avait quand même relativement parié sur ce qu'ils appelaient l'islamisme modéré. Alors, il n'a pas fait jusqu'au bout, il a changé d'avis à un million de données, mais il y a eu cette affaire. C'est-à-dire que Trump accepte, ou est plus prompt à accepter la thèse égyptienne sur le fait que les frères musulmans font partie de la mouvance et qu'on ne peut pas vraiment prétendre qu'ils sont autre chose que cette mouvance radicale extrémiste. Trump a, par contre, un côté... il est plus nationaliste qu'isolationniste, mais c'est un monsieur qui va d'abord penser aux intérêts américains et qui va systématiquement poser la question « qu'est-ce que vous me donnez en échange ?» Et ça risque de ne pas toujours nous plaire ce qu'il va demander en échange. Ça, il faut... D'autre part, il y a le côté que fondamentalement, je pense que cette région ne les intéresse pas. Elle les intéresse parce qu'il y a une source de danger sécuritaire, mais je crois que la région ne les intéresse pas et que Trump n'a pas envie d'intervenir partout. Et il est imprévisible. C'est un monsieur qui fait une vertu. Sa vertu est de dire personne ne peut deviner ce que je vais dire ou ce que je vais faire. Ce que je vais dire ou ce que personne ne peut... Que veut-il dire à Donald Trump en disant au chef de l'État, Abdel Fattah el-Sisi, lors de leur appel à l'entretien téléphonique, que son gouvernement, que l'administration Trump, elle s'engageait à lutter avec l'Égypte contre le terrorisme? Alors Trump le croit. Ça, c'est une des choses qui n'a pas changé. Ça, c'est une chose qui n'a pas changé. Il l'a toujours dit. Après cela, il peut changer. Et il est clair qu'il a le contact avec le président ici. Si c'est très bien passé quand ils se sont rencontrés.
Après, il a une opinion publique qui est d'humeur isolationniste. Il peut s'énerver facilement. Trump, nous ne le connaissons pas. On peut dire des choses à partir de son passé d'entrepreneur ou de mania. Ça va être un négociateur très dur. Mais c'est vrai qu'il n'a pas les biais qu'avait l'administration Obama en faveur des frères ou en faveur de la gauche révolutionnaire, etc. etc. Il n'est pas un peu tôt de juger ça, Dr Taufi? Ah, mais ce que je suis en train de dire, il est tôt. Au moins, on sait qu'il n'a pas le même genre d'idéologie, je dirais. Oui. Et pourquoi a-t-on toujours le sentiment que Donald Trump ne regarde l'Égypte qu'à travers le terrorisme, qu'il parle seulement l'Égypte pour Donald Trump, selon ses déclarations, puisqu'il n'a même pas fini une semaine au sein de l'administration américaine en tant que président élu, que l'Égypte, pour Trump, c'est le terrorisme, c'est la lutte contre le terrorisme. Parce que c'est sa principale préoccupation dans la région. Quelles sont les préoccupations traditionnelles des États-Unis dans cette région? Il y a l'Iran, il y a le terrorisme, il y a le nucléaire, il y a Israël, il y a le pétrole. Oui. L'Égypte n'entre pas dans la case pétrole, n'entre pas tout à fait dans la case... Elle entre dans la case Iran comme contrepoids. C'est la seule armée en état de marche dans le pays. Mais donc, il pensera à l'Égypte soit en tant que contrepoids à l'Iran, soit en tant que pays luttant contre le terrorisme. Elle n'a pas de pétrole. Et, comment dire, le nucléaire, c'est pas pour aujourd'hui, quoi. D'accord. Je reviens toujours à la célébration aujourd'hui, cette cérémonie de la fête de la police égyptienne. Si on revient à 1952 et la mort de plus de 50 policiers égyptiens et la blessure de plus de 80, le chef de l'État aujourd'hui, lorsqu'il a parlé de cette mémoire, de cet événement en 1952, il a mis en relief la fierté de l'Égyptienne et la persévérance des soldats égyptiens sous l'occupation britannique, surtout en 1952. Si on revient à la police égyptienne en 1952 et qu'on regarde la police égyptienne aujourd'hui depuis 2000, enfin, je parle avec le changement du rythme de la vie, Dr Taufi. 50 policiers égyptiens qui étaient décédés lors d'une occupation, c'était à Ismaïlé en 1952. Et aujourd'hui, on a des centaines de soldats qui sont décédés dans des mois dans le Sinaï et aussi à travers rien que pour la sécurité du pays. Est-ce que l'Égypte aujourd'hui voit-elle cette différence ou pas? Est-ce que les Égyptiens, la population, est-ce que le monde, la communauté internationale, elle voit ce sacrifice, comment il est? Eh bien, l'Égypte le voit. Alors, c'est deux sujets différents. On va laisser 52, parce que c'est un sujet que je connais bien, je peux en parler pendant des heures. Justement, vous pouvez parler de ça, justement, parce qu'on commémore, en fait, cette fête. Écoutez, c'est un sacrifice que je trouve absolument remarquable et triste. C'est-à-dire que, sans attaquer des personnes, les supérieurs de ces officiers, les supérieurs de ces policiers qui sont morts auraient dû refuser le combat. C'est pas le même ennemi. C'est pas un terroriste contre lequel vous luttez et vous savez que de toute façon, vous êtes en première ligne, mais il menace tout le monde. Là, vous avez affaire à une armée qui voulait prendre ce centre de police. Alors, on a voulu dire non, vous n'êtes pas chez vous et le problème, c'est que vous avez envoyé des supérieurs hiérarchiques ont envoyé ces policiers à la mort. Alors moi, les policiers, je salue leur mémoire, ce sont des héros. Ils ont obéi aux ordres, ils se sont battus alors qu'il était très clair que se battre contre l'armée britannique, vous n'alliez pas gagner et que ça allait être un massacre. Donc je dirais pour moi, c'est un peu le peuple égyptien lâché par ses supérieurs, l'histoire de 52. Des gens qui se sont battus jusqu'au dernier alors qu'ils n'avaient aucune chance. Mais alors, je suis très fâché de ceux qui étaient au-dessus d'eux, qui auraient dû... donc c'est pas tout à fait la même chose. Là, on est dans un ennemi qui n'est pas l'étranger, qui est quelque part de home ground, de chez nous, et qui est, je ne dirais pas très à tous les coins de rue, mais qui est là, quoi. Qui est une vraie menace. Après, l'institution n'est pas la même. C'est-à-dire, même quand le président de Nasser meurt, je n'ai pas le chiffre pour le roi Farouk, mais quand le président de Nasser meurt, il y a 250 000 policiers en Égypte ou 210 000. Aujourd'hui, on est à 1,5 million. C'est devenu une institution, de gens employés par le ministère de l'Intérieur. Ouais. Alors, pas tous des policiers, mais le ministère de l'Intérieur compte sous Nasser 210 000 personnes. 1,5 million. Mais ils n'étaient pas 90 millions aussi.
Oui, mais même si vous calculez, ça devrait faire qu'ils sont 1 million, pas 1,5 million. C'est un ministère qui a pris énormément de poids, où il y a, disons, des ordinateurs, qui s'est modernisé, qui a un fichier que la police du roi n'avait pas, qui a eu à faire, comme vous dites, à une progression démographique et à toutes sortes de défis sécuritaires. Elle a eu à relever le défi, on l'oublie aujourd'hui, mais des années 90 en Haute-Égypte avec les radicaux de la Haute-Égypte. Et c'est une institution, mais elle a toujours été représentée une sorte d'alliance entre les classes moyennes ou l'aristocratie rurale et l'appareil d'État. Et à ce niveau, elle est toujours comme ça. Sa performance s'améliore, sauf sur le registre des droits de l'homme où elle pourrait faire mieux. Docteur Taufi, si on regardait on comparait plutôt les prérogatives qui sont accordées à la police, si on, par exemple, je ne compare pas à un pays comme l'Égypte, à un pays comme la France, qu'est-ce qui est accordé à la police française qui n'est pas accordé à l'Égypte et vice-versa? Qu'est-ce qu'on a de plus en tant que policier égyptien? Et on a toujours cette fierté, toujours en tant qu'Égyptien, la fierté d'avoir une police, institution policière très forte, à côté de forces armées aussi très fortes dans ce domaine, surtout dans la lutte contre le terrorisme. Qu'est-ce qui pourrait toujours laisser à dire que l'Égypte a une institution policière très forte? Est-ce la persévérance, est-ce le combat, est-ce que les autres pays occidentaux, laissons tomber la France, les autres pays occidentaux ne mènent pas le même genre de guerre. Ils ont un terrorisme, c'est vrai. Je vais vous parler de la France parce que je connais mieux. D'accord. Alors, disons, il y a quand même deux différences sur l'état d'urgence. Eux, ils commencent à découvrir que l'état d'urgence, de temps en temps, c'est nécessaire, alors que nous l'avons et que nous le reprochons tout le temps, d'avoir un état d'urgence. La France est un pays qui, les dernières années, la police n'avait pas les moyens d'appliquer la loi. Paradoxalement, l'état d'urgence se propose de lui permettre d'appliquer la loi. Tandis qu'en Égypte, vous avez une loi et on l'a suspendée pour des histoires de défis terroristes. Ce n'est pas tout à fait la même chose. La France est un pays qui se débat et nous avons le même problème avec des frontières extrêmement difficiles à surveiller. Et nous aussi, nous avons le même problème, et donc les gens ne voient pas à quel point les échecs sont inévitables. Alors qu'on oublie qu'on remporte beaucoup de succès, mais les échecs sont inévitables. La police égyptienne a un avantage qu'elle connaît mieux, je pense, le terrain que la police française. C'est-à-dire, elle a plus d'indicateurs, quand vous travaillez sur le radicalisme extrémiste, la police égyptienne a une culture musulmane que la police française n'a pas, donc ils peuvent se dire non, celui-là c'est juste un radical, non, celui-là va passer à l'acte. Ils ont plus d'antennes. Et il y a leur rapport avec les autres administrations égyptiennes leur permet de savoir beaucoup de choses que la police française pourrait ne pas savoir. Après cela, la police française a une meilleure technologie, a peut-être sur certains points un meilleur savoir opérationnel, etc. etc. C'est des situations très différentes. Okay, d'accord. Et si on passe à un deuxième point qui a été évoqué aujourd'hui lors de l'allocution du chef de l'État, Abdel Fattah el-Sisi, lors de cette cérémonie, il a parlé des défis qu'affronte toujours l'Égypte dans le domaine surtout économique. Aujourd'hui, de nouvelles, toujours presque quasi quotidiennement, de nouvelles déclarations de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement, que l'Égypte est sur la bonne route, que les réformes économiques sont en cours. C'est peut-être causant bien sûr disons pas beaucoup, quelques problèmes économiques quant à l'inflation en Égypte, la hausse des prix des médicaments, etc., etc. Les défis sont toujours là, les défis économiques. Et le chef de l'État avait déjà affirmé qu'il fallait attendre au moins 6 mois pour que ça soit un peu réglé. Aujourd'hui, quels sont votre point de vue concernant ces perspectives économiques dans le cadre de ces réformes, notamment depuis le 3 novembre, depuis la dévaluation de la livre et la décision de laisser flotter la monnaie égyptienne? Alors, je ne suis pas économiste, je commence par la bonne nouvelle, puis je passerai aux critiques, que la plupart des observateurs occidentaux qui sont économistes donnent de bonnes notes à l'économie égyptienne, et qu'elle dit que, en fait, il a assaini une situation qui devait être assainie, qu'il a sauté un pas avec beaucoup de courage qu'il aurait dû sauter il y a longtemps, ou que ses prédécesseurs auraient dû sauter.
Et que... Oui, vous avez déjà affirmé lors d'une des émissions que c'était un pas qu'il fallait le faire depuis 1977, non? Voilà, je n'ai pas changé d'avis sur ce point. Après cela, en simplifiant beaucoup, pour une métaphore pour les téléspectateurs, avant vous mettiez de l'essence dans un moteur qui ne marchait pas. Maintenant vous avez arrêté de mettre de l'essence et donc de perdre de l'argent. Mais soit, si vous n'arrangez pas le moteur, ça n'aura servi à rien. Ça aura servi à cesser de perdre de l'argent. Mais là, on est maintenant dans la phase difficile. Je suis injuste, et puis je vais être optimiste. On est dans la phase difficile, c'est que maintenant, si vous voulez, on vend aux gens les marchandises en fonction de leur prix réel, de leur coût réel. Le challenge maintenant est de faire qu'elles coûtent moins cher. Pas de tricher avec le coût, mais de trouver une manière pour que l'électricité, par exemple, coûte moins cher. Et ça, il faut le faire. Il y a une rationalisation de la performance à obtenir pour diminuer les coûts des choses. Il y a toutes sortes de manières d'expliquer qu'il y a beaucoup de choses encore à faire. Ça semble évident. Là où on peut un peu rassurer les Égyptiens, c'est le précédent de 2003. En 2003, il y avait une dévaluation, la livre égyptienne, le dollar en l'occurrence, est passé de 3 livres et demi à 7,83. Les gens oublient, à 7,85. Et puis c'était remonté, la livre était remontée, où le dollar avait baissé pour ne plus valoir que 5,25. Donc si l'équipe économique joue bien, et si nous avons de la chance, et si certains problèmes politiques sont réglés, effectivement, dans 6 mois, la livre va redescendre. Et donc les gens vont moins souffrir et les prix devraient se stabiliser un peu. Mais c'est pas fait. Il faut encore bien jouer, il faut continuer certaines réformes, et les réformes qui vont venir sont peut-être moins douloureuses, mais sont plus difficiles à faire. Parce que c'est vraiment réformer un appareil industriel ou économique qui ne marche pas très bien. D'accord. On va s'arrêter donc quelques instants pour suivre que s'est-il passé finalement, puisqu'aujourd'hui c'était la fin des discussions. Je parle d'un autre dossier complètement différent. Les pourparlers d'Astana qui ont pris fin aujourd'hui entre les rebelles syriens armés et entre la Troïka qu'on appelle la Russie, la Turquie et l'Iran. Qu'ont-ils fait? En fait, finalement, ils sont convenus pour la mise en œuvre d'un mécanisme de soutien. C'est une phrase déjà qui a besoin de beaucoup d'explications quant à ça. Je vous rappelle que les discussions d'Astana avaient débuté hier entre les rebelles syriens, entre la Troïka, la Russie, la Turquie et l'Iran, sans présence américaine directe, chers téléspectateurs, comme vous l'avez, on va parler de ça avec Dr Taufi tout à l'heure, et puis aussi sans aucune participation arabe. Je vous laisse avec notre collègue Sarah Mahrabi et Ayachel qui vous ont préparé ce commentaire sur la situation, sur les discussions d'Astana, et on revient avec Dr Taufi Klimandos pour discuter que s'est-il passé entre la Russie, la Turquie et l'Iran, où était la région arabe et pourquoi les États-Unis n'ont-ils pas été représentés. De suite ce commentaire, on revient. Ces négociations sont les premières entre Damas et des chefs rebelles ayant plusieurs milliers de combattants sous leur bannière et contrôlant effectivement des territoires. Les opposants politiques sont cette fois cantonnés à un rôle de conseiller. Les deux camps ont affirmé dans leur discours d'ouverture attendre avant tout des pourparlers un renforcement du cessez-le-feu, instauré le 30 décembre en Syrie, grâce à la médiation russo-turque et qui a conduit à une réduction des violences marquées des violations régulières. Mohamed Allouche, qui mène la délégation rebelle, a insisté sur le gel des opérations militaires en Syrie et l'amélioration de l'accès à l'aide humanitaire pour la population civile. Allouche a également demandé que les milices iraniennes menées par le Hezbollah et qui combattent aux côtés des troupes de Bachar el-Assad ainsi que les combattants kurdes du Parti de l'Union démocratique soient désignés comme groupe terroriste. Le chef de la délégation de Damas, Bachar Ghaffari, a insisté de son côté sur la création d'un processus politique de règlement du conflit et une séparation stricte entre rebelles et djihadistes de Daesh et de Fatah al-Shem. L'envoyé spécial des Nations Unies pour la Syrie, Staffan de Mistura, qui sert de médiateur entre les deux camps, a pour sa part appelé la création d'un mécanisme de surveillance et la voie du cessez-le-feu sur le terrain.
Voilà, de retour. Donc, et finalement, nous avons pu accueillir notre invité, Dr Ali Dragham, analyste politique. Bonsoir, Dr Ali. C'est vrai que vous êtes très en retard et c'est pas grave. Non, merci. Non, c'est grave parce que merci le trafic est intense. En fait, nous aujourd'hui, nous célébrons une très bonne occasion. Aujourd'hui et demain même, 25 janvier. Aujourd'hui, le chef de l'État, je l'avais cité avec Dr Taoufik tout à l'heure, il a assisté à la cérémonie en fait, de la fête de la police. On a parlé de l'importance du maintien toujours de cette fête qui commémore toujours les martyrs de la police qui sont décédés côte à côte des forces armées. Et durant son discours, le chef de l'État également a mis en relief l'importance de maintenir cette fête. Et il a aussi parlé d'autres dossiers comme les défis économiques et tout et tout. Aujourd'hui, avec Dr Taoufik, il a dit pourquoi devront toujours mettre en exergue l'importance de célébrer la fête de la police. Comment vous voyez le rôle de cette institution policière avec ce grand nombre de policiers et les familles des martyrs? C'est une question tout à fait pathétique. Parce que je vois que le 25 janvier, on a beaucoup d'aspects sur le 25 janvier maintenant. Aspect des martyrs de la police, aspect de la fête de la Révolution, 2011. Il y a beaucoup de choses qu'on peut parler de 25 janvier. Mais ce qui me revient vraiment aux mémoires maintenant, c'est qu'on doit se dire quelque chose de très important. La fête doit nous donner l'espérance de travailler et voir maintenant nos crises économiques, nos crises sociales. Et ça nous donne vraiment l'espoir de prendre en main notre pays. Soit, bien sûr, il faut mémoriser les martyrs de la police ou de l'armée ou même n'importe quel citoyen égyptien, mais c'est une occasion, à mon avis, de commencer à travailler. Et oui, une fête, c'est une fête nationale, mais il faut qu'on travaille. Je pense que le président Sissi a mentionné ça. On doit commencer à travailler. La persévérance. La persévérance dans tous les domaines. Sinon on va traîner dans notre crise socio-économique. D'accord. On a parlé aussi avec Dr Taoufik les circonstances ne sont certainement pas les mêmes, hein, puisqu'on parlait des 50 policiers égyptiens qui avaient été tués à Ismaïli en 1952. Oui, alors que je pense que Fouad Salahedine était ministre de l'Intérieur. De l'Intérieur. Fouad Salahedine, c'était le cabinet de Wafd à l'époque. Et en le 26, le roi Pharaon, elle a fait tomber le cabinet de Wafd. Oui. Mais je parle des défis aujourd'hui, docteur Ali. Docteur Taoufik avait dit que les défis aujourd'hui, les policiers sont la plupart du temps des martyrs du terrorisme puisqu'ils sont dans le Sinaï. Et on a fait référence bien sûr aux déclarations du chef de l'État lorsqu'il a affirmé aussi que l'Égypte combattait seule le terrorisme. Les circonstances ne sont pas les mêmes et le rôle de la police aujourd'hui est toujours le même rôle de cette grande institution policière. Et comment vous voyez donc Non, l'Égypte était plus ou moins, malgré la déclaration de février 1922, mais quand même le canal de Suez était sous la mainmise de la force armée britannique. Donc 25 janvier 1952, c'était la force de police d'Ismaïlia face à l'armement britannique, l'armée britannique directe. Ça, c'est l'ennemi. Mais à partir de 25, à mon avis, 25, il y a 2-3 ans exactement, que la police égyptienne et l'armée égyptienne et les citoyens égyptiens sont en train de subir une guerre ouverte avec le terrorisme. Entre parenthèses, le terrorisme
les intégristes religieux, les intégristes islamiques. Ça, depuis 3 ans déjà. D'accord. Et directement après la chute des frères, c'est les frères qui ont ouvert carrément la guerre, déclaré la guerre contre l'Égypte, contre l'État et la société égyptienne en même temps. D'accord. Tout le monde est en train de subir cette guerre. D'accord. Et bien sûr, celui qui est au front, c'est la police et l'armée en Sinaï. Au Sinaï. D'accord. Aujourd'hui aussi, lors de son allocution, le chef de l'État a demandé aux Égyptiens, à la population, d'aller visiter en fait les policiers blessés dans les hôpitaux et les soldats qui sont blessés aussi dans les hôpitaux pour qu'on découvre aussi les degrés de courage, de ténacité et comment ces gens... Bien sûr, il faut faire des hommages. C'est pas seulement aux Non, il a martyrs, rendu hommage rendu hommage aussi aux blessés, au tout le corps policier. C'est tout à fait, c'est leur droit c'est leur droit minimum de la société égyptienne de leur rendre visite et de voir vraiment leur souffrance aussi. Hein. La police, c'est une partie très très importante, institution très importante de l'État égyptien. D'accord. Voilà. Docteur Taoufi, que pensez-vous donc de... Ce n'est pas un genre de sensibilisation aussi pour les Égyptiens d'aller visiter ces blessés, ces soldats, ces policiers aux hôpitaux, des gens qui sont déjà sous stress et sous pression depuis le premier jour de leur admission à une telle institution policière, puisque il n'est pas facile que quelqu'un acquiert, je veux dire, à l'institution policière. Ils sont donc sous une pression, les policiers en général, depuis les premières années, par exemple, de travail. Aujourd'hui, cette sensibilisation ou cette phrase ou cet appel de la part du chef de l'État, ce genre de visite dans les hôpitaux, va-t-il influencer ces soldats? Va-t-il leur donner plus de ténacité ou pas? Comment peut-il ce genre de visite les influencer ou laisser un impact assez positif? Je crois que la population égyptienne est très sensibilisée. Ouais. Après cela, l'expérience du combat est une expérience qui est, si vous ne l'avez pas vécue, ou si un type qui ne l'a pas vécu, qui l'a vécu ne vous en parle pas, vous ne la savez pas. Donc c'est une demande d'exprimer une solidarité qui existe, mais c'est peut-être bien de le rappeler, ou peut-être bien de dire à ceux dont je fais partie, qui n'ont perdu personne dans le Sinaï, qu'il y a quand même des familles qui sont endeuillées ou qui sont dans la souffrance et qu'il faut s'en souvenir. Après, je dirais qu'il prêche à des convertis. Je ne connais pas beaucoup il y en a toujours, vous me direz, mais je ne connais pas beaucoup d'Égyptiens qui ne savent pas qu'il y a une catastrophe au Sinaï et qu'il y a des souffrances et que les éléments les plus valeureux de notre jeunesse tombent tous les jours. On le sait, on a des photos tous les jours de martyrs, on connaît des gens, on sait. Alors oui, il a raison d'inviter à ne pas juste le porter dans le cœur, d'aller dire aux gens qu'on pense à eux. Ça, sur ce point, il a raison, c'est évident. Oui. Mais ce n'est pas une sensibilisation, nous savons. C'est juste un appel pour... montrez-le. Montrez-le. Oui. Parce qu'on est dans ce genre de cas dans deux choses. On va s'entêter pour que le terroriste n'ait pas l'impression d'avoir gagné à ce que la vie continue comme avant, mais ça peut donner l'impression à ceux qui meurent pour que la vie continue comme avant qu'on les oublie. On ne les oublie pas, mais il faut le montrer. Il faut le montrer. Docteur Ali, on parlait aussi des défis économiques. Une des phrases que le chef de l'État a prononcée aujourd'hui lors de son allocution à la cérémonie de la fête de la police, les défis économiques. Docteur Taoufi, il a brièvement affirmé que selon les économistes, selon ses dernières lectures, que l'Égypte était toujours sur la bonne voie, donc côté réforme économique, malgré quelques toujours difficultés qui sont normales, inévitables pour un pays de plus de 90 millions d'habitants qui refait une restructure d'un pays ou de nouvelles réformes économiques. Et aussi en prenant toujours en compte les turbulences dans le système monétaire international. Je ne sais pas si nous sommes vraiment sur la bonne voie ou non. Ça, franchement, on va le voir d'ici à 7 à 8 mois.
c'est-à-dire pas avant l'automne prochain. Je vous dis pourquoi. Parce que pour rééquilibrer le marché, ça prend au moins un certain temps pour récupérer d'abord les importations nécessaires pour trois choses essentielles: l'industrie et l'agriculture et les moyens de nécessité. Et les trois là, ils jouent sur le plan, comment dirais-je, la balance commerciale extérieure. Et pour récupérer les trois, comment dirais-je, les trois essentiels domaines là, il faut qu'on fasse de nouveau un effort considérable pour diminuer l'importation. L'importation dans les produits, de surplus par exemple, le moins de nécessité, et surtout pour faire un effort assez important pour redonner une valeur réelle aux monnaies égyptiennes, c'est-à-dire le livre égyptien, qui n'est pas encore stabilisé. Et tout ça, doit passer par le système banquier. Ce n'est pas parce que jusqu'à maintenant, le marché noir, il joue encore. Oui, il joue à... malgré la lutte contre la corruption, malgré les efforts déployés par l'organisme... C'est pas la corruption oui, mais seulement, des efforts sont toujours déployés par l'organisme des comptes publics. Je parle du marché noir de devises, qui existe encore, qui joue dans au moins entre 8 et 10 milliards de dollars. Et les 8 et 10 milliards de dollars, ils doivent retourner d'une façon ou d'une autre vers le système banquier. Et du coup, on arrive à réaliser ça. Je pense ça va commencer, on va commencer à respirer, qu'on dit, voilà, on peut commencer à sortir de cette crise monétaire, premièrement. Et deuxièmement, il faut savoir aussi gérer la dette extérieure, qui est doublée d'un jour à l'autre. Oui. Il était 32 milliards, il est maintenant 64 milliards. D'accord. Donc il faut avoir le courage de gérer ça très rapidement. En tout cas, Dr Ali, on attend toujours les dernières nouvelles concernant un petit remaniement, peut-être ministériel. Les mesures économiques sont toujours en cours, elles sont envisagées, elles sont entreprises par le gouvernement, malgré les difficultés toujours économiques qu'affrontent les Égyptiens et surtout les pauvres de l'Égypte. Surtout les pauvres. Les pauvres. Surtout les pauvres en Égypte, oui. Faut courage, avoir des ténacité, persévérance et patience aussi. Il faut avoir des programmes d'aide pour les classes. On a parlé de ça, en fait, la dernière épisode, mais vous n'avez pas assisté à cet épisode parlant du rôle du ministère de la Solidarité sociale. La prochaine fois, on en parlera du rôle de ces ministères et comment peut-on, justement, dans le cadre de ces mesures économiques, le rôle qui doit être plus mis en relief par les ministères envers les pauvres. Et Radawali, il fait beaucoup d'efforts dans ce domaine. Oui. C'est parmi les ministres vraiment les plus... on va voir sur tirer les chapeaux pour elle de son effort. Oui. D'accord. En tout cas, je vous remercie infiniment, Dr Tawfiq Limandoz et Dr Ali Delram, analyste politique. On aura une prochaine fois un nouvel épisode pour parler des réformes économiques. Merci. Et je vous laisse, chers téléspectateurs, donc avec un commentaire sur la situation au Yémen. Que s'est-il passé encore de plus entre les forces gouvernementales yéménites et les rebelles Houthis? Merci à tous d'avoir suivi cette édition de Direct. Très bonne fête de la police, bonne fête à tous les Égyptiens, à tous les policiers et tous les soldats égyptiens. Et hommage également aux familles des martyrs. Merci à tous. Passez une très bonne fin de soirée. Au revoir.
Les troupes loyalistes sont entrées dans le port de Mocha où elles procèdent à des opérations de ratissage. Des opérations de déminage sont en cours pour permettre aux blindés et aux chars de se déployer autour du port et préparer la progression des troupes vers le centre-ville. Mais des sources militaires sur place ont indiqué que les forces loyales au président Abderrabou Mansour Hedi avaient en plus du fort pénétré dans la périphérie sud de Mocha et que des combats se poursuivent avec d'intenses raids aériens de la coalition arabe sous commandement saoudien. Selon le gouvernement de M. Hedi, le port de Mocha était utilisé par les rebelles, soutenus par l'Iran, pour se procurer clandestinement des armes malgré un blocus maritime et aérien mis en place par la coalition arabe sur les territoires occupés par les Houthis. Mocha est aux mains des rebelles et de leurs alliés, les partisans de l'ex-président Ali Abdallah Saleh depuis près de 2 ans. Plus de 150 combattants ont péri depuis le lancement le 7 janvier par les forces gouvernementales d'une vaste offensive avec l'aide de l'aviation et de la marine de la coalition arabe dans la région de Dahab, à 30 km du détroit stratégique de Bab el-Mandeb, séparant la mer Rouge de l'océan Indien.